Indépendamment des opinions politiques, les personnes qui soutiennent fermement le gouvernement sont toutes d'accord sur le fait qu'elles ne veulent pas de guerre. L'idée que le Parti communiste ou ceux qui soutiennent Xi veulent une guerre est ridicule. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas de guerre. Permettez-moi de vous demander maintenant à propos du modèle de développement de la Chine à l'étranger. La Chine fournit de l'aide au développement hors de ses frontières et investit en Afrique. Elle propose également de construire des chemins de fer en Indonésie et en Asie du Sud-Est dans le cadre de son initiative La ceinture et la route. Les Japonais sont assez contrariés par cela, car ils pensaient être ceux qui construiraient le système ferroviaire. Cependant, la Chine utilise un système ferroviaire qu'elle a adapté du Japon, ce qui est en réalité un coup intelligent. Le Japon lui-même a adopté ces systèmes ferroviaires d'autres pays. Il est sage d'apprendre les uns des autres plutôt que d'essayer de réinventer la roue. Où voyez-vous les investissements mondiaux de la Chine et l'initiative La ceinture et la route se diriger? C'est véritablement un moment charnière et historique qui change la donne. Dans les décennies à venir, cela sera très clair. Nous sommes actuellement dans les étapes intermédiaires de ce projet. Pour ceux qui ne le savent pas, l'initiative La ceinture et la route a célébré son 10e anniversaire en 2023. Elle était initialement appelée Une ceinture, une route et a été annoncée par le président Xi au Kazakhstan en 2013, peu après qu'il soit devenu le secrétaire général et le président de la Chine. L'objectif initial était de connecter l'infrastructure physique de l'Asie centrale à l'Asie de l'Est pour faciliter davantage le commerce. Cependant, depuis, elle s'est étendue, avec de nombreux pays, en particulier en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans certaines parties de l'Amérique latine et en Russie, désireux de participer en raison du potentiel économique massif pour développer leurs économies et augmenter le commerce. Comprendre le rôle de la Chine en tant que plus grand partenaire commercial pour une pluralité de pays sur la Terre aujourd'hui est crucial. Même il y a tout juste 20 ans, les États-Unis étaient le plus grand partenaire commercial pour de nombreux pays. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et la Chine a pris cette position, y compris avec de nombreux alliés occidentaux de longue date. Par exemple, la Chine est devenue un partenaire commercial dominant pour l'Arabie saoudite. La Chine est désormais le plus grand partenaire commercial de l'Arabie saoudite, ce qui explique en partie les politiques de plus en plus non alignées de ces pays dans la région, comme en Asie occidentale, communément appelée Moyen-Orient. Mais même en Europe, par exemple, le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne est la Chine. À mesure que de plus en plus de pays commercent avec la Chine, il est important de se rappeler que cela est lié aux politiques néolibérales dont nous discutions aux États-Unis. Ces politiques de désindustrialisation ont commencé à l'ère néolibérale des années 70 et se sont vraiment accélérées dans les années 80 et 90. Pendant cette période, le gouvernement américain a encouragé les entreprises à se délocaliser à l'étranger, où elles pouvaient réaliser des profits beaucoup plus élevés en exploitant une main-d'œuvre moins bien payée, avec moins de protection du travail et où la main-d'œuvre n'était pas syndiquée. C'était aussi un moyen d'affaiblir les syndicats puissants aux États-Unis, en particulier le syndicat des travailleurs de l'automobile, qui était très influent dans la fabrication lourde. Alors que bon nombre de ces emplois se déplaçaient à l'étranger, les États-Unis se sont désindustrialisés et leur économie s'est davantage concentrée sur les secteurs financiers et des services. Ce changement a augmenté le déficit commercial des États-Unis. Les États-Unis ont un déficit important de leurs comptes courants, ce qui signifie qu'ils ont importé bien plus qu'ils n'ont exporté pendant des décennies. Cela inclut beaucoup de technologies et de biens de consommation, et la Chine est devenue l'usine du monde.
Si vous regardez les données de l'ONU provenant de l'ONUDI, la Chine est maintenant la plus grande puissance manufacturière du monde, représentant environ 31% de la valeur ajoutée de la production manufacturière mondiale, tandis que les États-Unis ne représentent qu'environ 15%, soit la moitié de la part de la Chine. La Chine produit une large gamme de produits. Je me souviens que dans les années 1990, il y avait des stéréotypes racistes selon lesquels la Chine ne produisait que des petits jouets et bibelots. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'exagération et d'orientalisme, il y avait un fond de vérité dans le sens où une grande partie de la production était à très faible valeur ajoutée. Cela était dû au fait que les infrastructures et le capital humain, y compris les capacités technologiques et la formation, devaient être développés pour fabriquer des machines et des technologies plus avancées. Aujourd'hui, la Chine est à l'avant-garde de certaines technologies, en particulier les énergies renouvelables. Cela est significatif car cela s'aligne avec l'initiative Belt and Road. La Chine ne construit pas seulement des ports, des routes et des trains, tels que le chemin de fer à grande vitesse, mais elle investit également massivement dans les énergies renouvelables, à la fois au niveau national et dans d'autres pays, pour soutenir la transition verte. La transition verte devient possible grâce à l'innovation chinoise dans le développement et la fabrication de l'énergie solaire et éolienne, rendant ces technologies beaucoup plus abordables et, dans certains cas, même plus compétitives que le pétrole et le gaz. D'accord. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les États-Unis ont recours à des politiques de guerre technologique très agressives. Cela a été désigné dans les médias grand public aux États-Unis comme une guerre technologique. Nous avons eu la guerre commerciale qui a commencé sous Trump. Maintenant, sous l'administration Biden, nous avons une guerre technologique où de nombreuses sanctions sont imposées à des entreprises technologiques chinoises, comme Huawei, qui a commencé sous Trump. Mais ce n'est pas seulement Huawei. Par exemple, SMIC, qui est le principal fabricant de semi-conducteurs partiellement détenu par l'État, est ciblé pour empêcher la compétitivité avec les concurrents taïwanais. Le fait est que la Chine est maintenant dans certaines industries au coude à coude ou même en avance sur de nombreuses entreprises américaines. Cela va de pair avec cette question. Mais le dernier point que je veux aborder concernant l'initiative de la ceinture et de la route est qu'elle n'est pas seulement importante pour fournir des infrastructures aux pays en développement qui en ont voulu, mais n'ont pas pu les obtenir. Dans de nombreux cas, ces pays, s'ils essayaient d'obtenir des prêts de la Banque mondiale, seraient confrontés à des exigences de conditionnalité politique. Celles-ci incluent des politiques néolibérales comme la privatisation des entreprises publiques et la réduction des protections sociales et des subventions. De plus, ce qui est moins connu, c'est que ces dernières décennies, notamment en raison des soi-disant décennies perdues des années 80 et 90, de nombreux pays ont été confrontés à des défis financiers. Dans les années 80, les pays d'Amérique latine et dans les années 90, les pays d'Asie du Sud-Est avaient contracté de nombreux prêts. En particulier dans les années 80, lorsque les États-Unis ont commencé à augmenter agressivement les taux d'intérêt, leurs monnaies se sont dévaluées par rapport au dollar, rendant le service de la dette libellé en dollars prohibitivement coûteux. Des pays comme le Mexique, l'Argentine et le Brésil ont connu des crises de la dette. Dans les années 90, une situation quelque peu similaire s'est produite en Asie du Sud-Est, commençant par la Thaïlande en 1987, conduisant à la crise de la dette de l'Asie du Sud-Est. Le point est qu'il y a eu une série de crises financières. Au cours des 20 dernières années, de nombreux pays en développement, sceptiques à l'égard des institutions de Bretton Woods, ont commencé à emprunter lourdement sur les marchés internationaux de capitaux. En vendant des obligations souveraines sur ces marchés, ils évitaient les conditionnalités politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale. Cependant, cela signifiait également que leurs prêts n'étaient pas concessionnels et venaient avec des taux d'intérêt de marché plus élevés. De plus,
les conditions étaient moins favorables, impliquant souvent des prêts à beaucoup plus court terme. Et nous ne parlons pas seulement de prêts. Il s'agit de dettes souveraines qui nécessitent un remboursement aux détenteurs d'obligations. Il est bien plus difficile de prolonger la période ou de renégocier, ce qui présente un ensemble différent de problèmes. En conséquence, de nombreux pays sont devenus plus prudents dans leur développement d'infrastructures. Puis, la Chine intervient, offrant des prêts très avantageux, avec des échéances plus longues et des taux concessionnels inférieurs à la valeur du marché. Par exemple, je me spécialise dans l'étude des projets de développement en Amérique latine. Prenons l'Argentine, souvent perçue comme une victime des pièges de la dette du FMI. L'Argentine est le plus grand débiteur du FMI au monde, mais la majorité de sa dette n'est pas due au FMI. Elle est en réalité due à des détenteurs d'obligations internationaux, y compris des gestionnaires d'actifs américains comme BlackRock. Si nous examinons la situation de l'Argentine et considérons toutes les différentes institutions qui lui ont accordé des prêts, nous constatons que la Chine et le Brésil ont fourni les taux d'intérêt les plus bas, tandis que les taux les plus élevés provenaient du marché. Les taux d'intérêt du FMI se situent quelque part entre les deux. La Chine a offert des conditions très favorables sur ses prêts par le biais d'institutions comme les banques chinoises et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui a été créée comme une alternative à la Banque mondiale. Il y a aussi la Banque asiatique de développement, qui est dominée par les États-Unis et le Japon. En essence, la Chine a offert des prêts bien plus avantageux pour les projets d'infrastructure. Je pense qu'il est également important de noter qu'un autre élément clé de ce changement n'est pas seulement la connexion du commerce et le déplacement du centre de l'économie mondiale loin du commerce transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi sa réorientation vers l'Asie. Historiquement, l'Asie a été un point central, surtout si l'on considère qu'environ la moitié de la population mondiale y réside. En outre, nous devrions considérer que la Chine utilise cette stratégie comme moyen d'investir son énorme excédent commercial, son excédent de compte courant. Au lieu d'investir dans les titres du Trésor américain, ce qu'elle a fait pendant plusieurs décennies et qui aide à financer le gouvernement des États-Unis, la Chine choisit une voie différente. De nombreux pays détiennent la majorité de leurs réserves de change en titres du Trésor américain, qui représente essentiellement la dette du gouvernement des États-Unis. Cependant, la Chine réoriente une grande partie de son excédent, de son énorme compte courant et excédent commercial vers le développement d'infrastructures. Cela résulte non seulement dans la création tangible d'infrastructures qui aident au développement des pays, mais cela profite également à la Chine. Elle gagne de nouveaux partenaires commerciaux, ce qui lui facilite l'accès à de nouveaux marchés et établit des relations réciproques au lieu de dépendre uniquement du marché américain. Surtout maintenant, alors que les États-Unis discutent de découplage, la Chine cherche davantage de partenaires commerciaux pour assurer sa sécurité économique. Cette stratégie réduit sa forte dépendance vis-à-vis de l'Occident. J'ai une question, puis je souhaite faire une observation. Savez-vous dans quelle devise l'aide est libellée? C'est important car il y a une incompréhension commune en finance, économie et géopolitique que toute dette est identique. Cependant, il existe différents types de dettes. Prenons l'exemple de l'Argentine et du Japon. Le Japon a un ratio dette-PIB de près de 300%. Mais cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que 95 ou 86% de cette dette est libellée en yens japonais. Lorsque votre dette est dans votre propre monnaie souveraine, vous ne pouvez pas faire faillite, car en théorie, vous pouvez imprimer plus d'argent. Bien sûr, il n'imprime pas réellement de l'argent. D'autres mécanismes sont en place. Dans le cas du Japon, plus de la moitié de cette dette est détenue par des institutions étatiques, y compris la Banque centrale.
Donc c'est une grande quantité de dette, mais c'est une dette que le Trésor doit à la Banque centrale, n'est-ce pas? Chaque dette du gouvernement est un actif dans le secteur privé. Si vous annulez toute cette dette ou si elle était remboursée, vous retireriez toute la liquidité du secteur privé. Vous ne voulez pas cela. Vous voulez que l'argent circule parce que c'est bénéfique. Ce que vous ne voulez pas, c'est une dette en devises étrangères sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Lorsqu'on vous dit de la rembourser, votre monnaie pourrait se dévaluer encore plus, rendant votre dette plus élevée. Avoir une dette en devises étrangères est le péché originel. Donc ma question concerne la dette ou les investissements de la Chine. Sont-ils libellés en renminbi, en monnaie locale ou en un panier de devises? Savez-vous? C'est un énorme mélange. Certains investissements sont en yuan, d'autres en monnaie locale et beaucoup en dollars. Cela dépend vraiment. Le truc, c'est que lorsque nous parlons de l'initiative La ceinture et la route, elle est souvent dépeinte, surtout par les médias occidentaux, comme si le président Xi la supervisait personnellement et dirigeait chaque aspect. Cependant, lorsque vous étudiez le fonctionnement de l'initiative La ceinture et la route, vous réalisez qu'il s'agit d'un réseau très complexe, avec des milliers de projets dans le monde entier, impliquant des centaines d'institutions différentes. Ce n'est pas du tout un projet planifié de manière centralisée. À l'origine, il s'agissait de construire une nouvelle route de la soie. C'est pourquoi on l'appelait une ceinture, une route. Mais maintenant, cela s'est étendu à de nombreuses ceintures et de nombreuses routes. C'est pourquoi on la désigne sous le nom de BERI, l'initiative La ceinture et la route. De nombreuses institutions différentes sont impliquées, y compris plusieurs banques chinoises et des banques de développement multilatérales comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. La Banque des BRICS, également connue sous le nom de Nouvelle Banque de développement, n'est pas nouvelle, mais augmente désormais ses investissements. La nouvelle présidente de la Banque des BRICS est Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, issue du Parti des travailleurs. Ils sont maintenant impliqués dans l'initiative de la ceinture et de la route, finançant de nouveaux projets et mettant fortement l'accent sur la nécessité de financer ces projets avec des monnaies locales. C'est une situation complexe. Il existe de bonnes ressources en ligne pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, y compris les travaux d'universitaires dans des universités occidentales, comme l'université Johns Hopkins. Une de ces universitaires est Deborah Broughtigam, une universitaire américaine de renom à l'université Johns Hopkins, qui est étroitement associée au département d'État des États-Unis. Elle a réalisé un travail significatif et est connue pour son objectivité. Broughtigam a démontré que l'idée de la diplomatie du piège de la dette est un mythe. Elle a écrit un article dans le magazine The Atlantic expliquant que la notion selon laquelle la Chine piège les pays dans la dette est un mensonge complet. Ces ensembles de données fournissent une compréhension nuancée de la situation. Beaucoup de cela est une projection, n'est-ce pas? L'accusation de piège de la dette est exactement ce que l'Occident a fait et a essayé de faire tout le temps dans le cadre du néocolonialisme. Maintenant, ils disent « Oh non, les autres vont faire la même chose ». Ils projettent tous leurs plans sur la Russie, en pensant « La Russie va faire ci et ça en Ukraine ». Mais non, la Russie dit qu'elle n'est pas là, elle cherche autre chose. Cependant, nous ne semblons pas pouvoir dépasser cette phase de projection. Mais passons à la dernière question, car nous approchons de la fin. Pendant votre séjour en Chine, avez-vous considéré que l'endroit le plus dangereux pour une véritable guerre entre les États-Unis et la Chine est toujours Taïwan? Avez-vous entendu parler de réflexions innovantes sur la manière de résoudre ce problème? C'est essentiellement un conflit de la Seconde Guerre mondiale qui n'a jamais été résolu. La guerre civile entre la République populaire sur le continent et la République de Chine, qui est Taïwan. Ces deux entités existent côte à côte. Je sais que tout le monde veut une solution pacifique.
Mes amis taïwanais me disent que le pire scénario est la guerre, le meilleur cas est l'indépendance. Mais quelque part au milieu se trouve l'intégration à la Chine continentale. Cependant, la plupart d'entre eux disent que le pire cas serait la guerre. Donc cela doit être évité à tout prix. Avez-vous entendu parler d'idées créatives pour aborder cela? Oui, tout d'abord, je tiens à souligner que toutes les personnes avec qui j'ai parlé s'accordent à dire qu'elles ne souhaitent pas de conflits violents ou militaires au sujet de Taïwan. Cela inclut les libéraux pro-occidentaux qui sont très critiques envers le gouvernement. Ils reconnaissent tous que Taïwan fait partie de la Chine depuis de nombreux siècles. Vous avez mentionné la Seconde Guerre mondiale, puis il y a 1949, lorsque les communistes ont pris le pouvoir et que la révolution a réussi. Les nationalistes du Kuomintang se sont repliés sur Taïwan. Nous devrions également nous rappeler que le Japon a colonisé Taïwan. Et avant cela, c'était sous le colonialisme néerlandais. C'est pourquoi on l'appelait Formose. Cette histoire de colonialisme en fait une question très importante pour tout le spectre politique chinois. Indépendamment de leurs opinions politiques, même ceux qui soutiennent fortement le gouvernement conviennent qu'ils ne veulent pas de guerre. L'idée que le Parti communiste chinois ou ses partisans, y compris ceux qui soutiennent Xi, veulent une guerre est ridicule. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas de guerre. Fait intéressant, malgré les désaccords sévères parmi l'élite académique entre les libéraux pro-occidentaux et ceux qui sont très soutiens du gouvernement, beaucoup d'entre eux utilisent une rhétorique similaire lorsqu'il s'agit de cette question. Ils ont de nombreux désaccords sévères sur différentes politiques, en particulier concernant les entreprises publiques et le système bancaire. Cependant, ils sont tout à fait d'accord sur un point. C'est Taïwan et la nécessité, avec le temps, de réunifier Taïwan avec la Chine. Historiquement, Taïwan a fait partie de la Chine pendant des centaines d'années, et l'objectif est de la réunifier politiquement. Ils sont tous d'accord là-dessus, et personne ne veut la guerre. Je tiens à souligner que la narration occidentale suggérant qu'ils veulent la guerre est ridicule. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, Taïwan fait historiquement partie de la Chine et ils considèrent les Taïwanais comme leurs frères. Il y a tellement d'échanges transdétroits, non seulement économiques, mais aussi culturels, avec de nombreuses personnes voyageant entre Taïwan et le continent. Les professeurs avec qui j'ai parlé voyagent constamment entre Taïwan et le retour. Il y a beaucoup de gens qui ont de la famille à la fois sur le continent et à Taïwan. C'est semblable à la division Corée du Nord, Corée du Sud, qui a séparé des familles pendant des générations. C'est un vrai problème. De plus, il y a la question de l'économie. Taïwan est maintenant très dépendant économiquement du continent. Nous ne sommes plus dans les années 1950 et 60. La Chine a la plus grande économie du monde et il y a des échanges commerciaux significatifs entre le continent et Taïwan. De plus, ce serait insensé. Personne ne veut la guerre. Ils ne veulent pas détruire toute l'infrastructure de Taïwan. Ils veulent que la relation commerciale continue. Ils ne veulent pas que Taïwan devienne comme l'Ukraine. Tout le monde peut voir ce qui se passe. La destruction physique de l'économie taïwanaise serait horrible pour tout le monde, pas seulement pour Taïwan, mais aussi pour la Chine continentale. Donc, je dois vraiment souligner que ce n'est pas quelque chose que les gens souhaitent. En termes d'idées créatives, la plupart des gens sont d'accord pour dire que le temps joue en faveur de la Chine. Ils sont prêts à attendre 15, 20 ou même 30 ans. À mesure que l'économie chinoise continue de croître et que la relation économique de Taïwan avec le continent s'étend, leurs économies deviendront plus intégrées. Naturellement, cela pourrait conduire à une plus grande intégration politique. C'est l'avis de la plupart des gens et c'est un rare point d'accord à travers le spectre politique en Chine. C'est une question qui est bipartisane ou plutôt soutenue par de multiples perspectives politiques. C'est pourquoi je dois aussi souligner que c'est vraiment les États-Unis qui sont impliqués. L'Europe, pas tant que ça. Par exemple,
Prenez les commentaires de Macron. La France essaie parfois d'agir plus indépendamment qu'elle ne l'est. Mais Macron a dit que la question de Taïwan est une question chinoise. La France ne s'implique pas là-dedans, n'est-ce pas? Les États-Unis poussent vraiment cette question avec insistance. Et je pense que c'est parce que beaucoup de gens aux États-Unis reconnaissent que le temps ne joue pas en leur faveur. Le temps est du côté de la Chine. Comme je l'ai mentionné, avec le temps, ils n'ont pas besoin d'une guerre pour que Taïwan s'intègre naturellement davantage au continent. Cependant, si les États-Unis peuvent encourager davantage de forces séparatistes à Taïwan, envoyer plus de troupes comme ils le font actuellement, vendre plus d'armes et encourager ce conflit, alors finalement, les États-Unis peuvent transformer Taïwan en ce que les responsables politiques américains appellent un porc épic hérissé. Ils veulent qu'un conflit émerge parce qu'ils réalisent que s'ils attendent à long terme, la réunification est susceptible de se produire. En général, lorsque vous regardez la relation entre les États-Unis et la Chine, que vous l'appeliez une compétition de guerre froide ou autre chose, je pense que beaucoup de faucons à Washington reconnaissent que le temps ne joue pas en leur faveur. C'est pourquoi, à court terme, ils veulent augmenter les tensions avec la Chine. Ils reconnaissent que s'ils attendent trop longtemps, la Chine continuera de croître économiquement et bon nombre de ses problèmes politiques seront naturellement résolus. Mais si les États-Unis poussent pour une guerre à court terme, l'objectif est d'essayer de frustrer le développement économique de la Chine et ses plans de réunification. En fait, ils veulent arracher le pansement immédiatement au lieu de simplement permettre qu'il soit retiré lentement avec le temps. Oui, je suis d'accord avec cela. Je le vois aussi de manière stratégique. Plus le temps passe, plus les chances que les choses se passent bien augmentent. Il faut souligner que le Japon n'a absolument aucun intérêt dans la guerre. En fait, ils sont extrêmement inquiets car ils pourraient être les prochains à être entraînés dans le conflit avec les États-Unis, car ils seraient la prochaine ligne de défense. Ce n'est pas clair pour tout le monde ici, mais certaines personnes sont très préoccupées par cela. La chose folle en ce moment, et je pense que nous devons apprécier la situation, c'est que nous avons un accord de fonctionnement. La Chine se porte bien, Taïwan se porte bien, et les relations à travers le détroit se portent bien. Nous avons quelque chose qui fonctionne. Ce que nous n'avons pas, c'est un accord politique. Nous n'avons pas un seul nom pour l'appeler. Nous vivons dans un monde intermédiaire. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'un cadre sur lequel tout le monde peut s'entendre, comme à Pékin, Taipei, Tokyo et Washington. Tout le monde peut dire « d'accord » et ensuite nous continuons simplement à faire ce que nous faisons déjà, parce qu'il n'y a pas de guerre en ce moment. Les chances que dans 30, 40, 50 ans, le conflit change de manière à se résoudre naturellement sont très élevées. Il faut aussi apprécier que le conflit d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était en 1949. À l'époque, la question était « qui est la Chine ?» Le conflit d'aujourd'hui est « qui gouverne Taïwan ?» La nature du conflit a incroyablement changé. Alors, j'espérerais que du côté chinois, nous obtenions des moyens créatifs pour établir un cadre pour continuer ce qui se passe en ce moment. C'est tout ce dont nous avons besoin. Donc, si vous entendez quelque chose, je serais heureux de l'entendre. Oui, je dirais brièvement qu'il y a une élection à venir à Taïwan en 2024 qui sera très conséquente. Le DPP, le soi-disant Parti démocratique progressiste, qui n'est ni démocratique ni progressiste, est très pro-occidental et pro-américain et compte de nombreux séparatistes dans sa direction. Ils prétendent être contre le séparatisme, mais en réalité, ils sont le parti séparatiste. Ce n'est pas inévitable qu'ils gagnent. Ce qui est si drôle, c'est l'ironie historique. Parmi les partis à Taïwan, le KMT ou Kuomintang est celui qui est le plus d'accord avec la Chine continentale. Ils veulent s'intégrer avec le temps parce qu'ils croient en une seule Chine. Beaucoup de gens à Taïwan sont d'accord avec cela. Cependant, pour être juste et honnête,
les sondages montrent qu'il n'y a pas de majorité de Taïwanais qui veulent se réunifier immédiatement avec la Chine. La grande majorité des gens à Taïwan préfèrent maintenir le statu quo. The vast majority of people in Taiwan want the status quo. Yeah, they're fine with the status quo. Oui, ils sont satisfaits du statu quo parce qu'il fonctionne à merveille pour eux. Alors la question est, comment maintenons-nous le statu quo? J'ai été en contact avec l'ancienne vice-présidente de Taïwan, Lu Shu Yulien, et elle avait plusieurs propositions. Vous savez, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un cadre politique, quelque chose comme une Chine. Vous vous souvenez, ce concept n'est plus beaucoup discuté de nos jours, mais il est similaire à l'idée de un pays, deux systèmes, qui était le cadre pour Hong Kong. Oui, c'est toujours le système, techniquement. C'est un cadre politique qui permet à différentes communautés de coexister. Nous avons besoin de quelque chose de similaire pour Taïwan. Mais malheureusement, vous avez raison. Les États-Unis travaillent très dur pour empêcher l'émergence de tels cadres, car plus ils stationnent de troupes ou sécurisent d'accords, moins un tel cadre devient probable. Mais je tiens à remercier Ben Norton pour la discussion d'aujourd'hui et espère pouvoir lui parler à nouveau. Oui, je vais juste faire un dernier commentaire. Je sais que vous voulez conclure, mais je dois souligner la question de Taïwan. Il est important de reconnaître que les États-Unis ont encouragé ces tensions. Si vous regardez les 3 communiqués que les États-Unis ont signés avec la Chine à partir de 1972 pour normaliser les relations diplomatiques, puis la Taiwan Relations Act et le deuxième communiqué en 1969, vous verrez un schéma. Dès que les États-Unis ont officiellement normalisé les relations avec la RPC en 1969, ils ont également adopté la Taiwan Relations Act. Les États-Unis ont toujours eu cette politique de faire un pas en avant et un pas en arrière. Ils essaient de ménager la chèvre et le chou, reconnaissant la politique d'une seule Chine sur le papier, tout en réaffirmant leur soutien pour Taïwan et en continuant les livraisons d'armes à travers la Taiwan Relations Act, entre autres actions. Cela a toujours été une politique de ce qu'ils appellent l'ambiguïté stratégique. Avec l'ambiguïté stratégique, on ne peut pas avoir de sécurité, car l'ambiguïté signifie que personne n'est sûr de ce qui va réellement se passer. Je voulais juste souligner ce dernier point et je tiens à vous remercier, Pascal, pour cette excellente conversation, les questions pertinentes et le bon travail que vous faites. Merci beaucoup, Ben. Les gens peuvent vous trouver sur le Geopolitical Economy Report. Oui, vous pouvez visiter geopolitical.economy.com où les gens peuvent trouver tous les liens. Aussi sur YouTube, vous pouvez rechercher Geopolitical Economy Report et vous abonner. Et j'encourage tout le monde à faire de même. Merci, Ben. My pleasure.